toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur. Au programme, aujourd'hui, il parcourt la planète depuis plus de 10 ans avec une curiosité insatiable et une caméra toujours à portée de main. Si vous avez envie ou besoin peut-être aussi de vacances, ce focus est pour vous car Dylan Kohler vous présentera le portrait de Bruno Maltor, créateur de contenu voyage. On découvre son portrait dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tête, c'est Lisa de Bernard qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lisa. Bonjour Philippine. Vous aussi vous avez envie de vacances? Oui. Ouais, ça vous fait rêver. Ouais, je comprends bien. Bon, en attendant les vacances, vous êtes avec nous. De quoi vous allez nous parler? Eh bien écoutez, je vais vous parler de politesse et des conséquences désastreuses de la politesse quand on l'utilise avec une IA. Merci beaucoup Lisa. Et puis on va parler avec vous d'abord en première partie d'émission des montres intelligentes, des écouteurs connectés, anneaux qui suivent notre sommeil. En 10 ans, notre quotidien s'est peu à peu saturé d'objets connectés. L'Apple Watch en est sans doute le plus grand succès. Mais que cache cet engouement pour la technologie au plus près de notre corps? Sont-ils de simples gadgets ou de véritables révolutions? On se posera la question. Et puis en deuxième partie d'émission, Internet a été créé, vous le savez, pour connecter les humains entre eux. Pourtant, en 2024, un cap symbolique a été franchi. Pour la première fois, les humains sont devenus minoritaires sur leur propre réseau face aux robots. Là aussi, on va voir tout ça avec vous, Lisa, dans un instant, juste après le focus. D'abord, donc, il est l'un des créateurs de contenu au sujet du voyage les plus suivis dans la francophonie. Et depuis plus de 10 ans, Bruno Maltor sillonne le monde pour partager ses découvertes et ses conseils. Et vous allez le voir, de destination en destination, il nous invite par ses vidéos immersives à voir le monde un peu différemment. Il est notre focus du jour, présenté aujourd'hui par Dylan Kohler. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au cœur de l'Europe. Aujourd'hui, on vous propose un tour du monde sans même quitter votre fauteuil, en compagnie de Bruno Maltor. Créateur de la chaîne YouTube du même nom, cet Auvergnat d'origine a su transformer sa passion pour le voyage en une aventure numérique suivie par plus de 477 000 personnes. Bruno Maltor commence son parcours en 2012 en lançant son blog Votre Tour du Monde, une invitation à partir aux 4 coins du globe. Sur sa chaîne YouTube, il propose des vidéos immersives de l'Asie à l'Amérique. En passant par l'Europe, il partage ses expériences, ses coups de cœur et ses conseils pratiques pour voyager autrement. Un seul objectif, rendre le voyage accessible à tous et encourager la découverte de nouvelles cultures. Il met également en lumière les richesses de nos régions françaises, que ce soit en explorant les volcans d'Auvergne, en sillonnant le Berry ou en découvrant les trésors cachés de l'Oise. Il valorise le patrimoine local et incite à redécouvrir la France. Est-ce que vous vous rappelez de la diagonale du vide? Un terme que vous avez peut-être déjà entendu dans les médias, sur les réseaux ou même à l'époque en cours de géographie. Une ligne imaginaire qui traverse la France et où il ne se passerait apparemment rien. Loin des grandes attractions touristiques, des axes de commerce et des sites fréquentés. Le vide quoi. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Pour le savoir, je suis parti dans le Berry, au centre de la France et en plein milieu de cette diagonale. Et le centre de la France, il est là, sur le monument que vous voyez derrière moi. Oui, je vous emmène en plein cœur de notre beau pays. Bienvenue dans la diagonale du vide, bienvenue dans le Berry. Ce qui le distingue avant tout, c'est son authenticité, son engagement pour un tourisme responsable et sa volonté de partager des expériences sincères. Voyageur connecté et curieux, Bruno Maltor nous invite à élargir nos horizons et à embrasser la diversité du monde qui nous entoure. Alors, si après tout ça, vous n'avez toujours pas envie de voyager, n'hésitez pas à suivre ses aventures directement sur sa chaîne YouTube, une source d'inspiration inépuisable pour toutes vos prochaines destinations. Bref, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace! Voilà pour ce portrait qui effectivement donne bien envie de voyager. On va passer à autre chose maintenant. Notre sujet du jour dans l'émission, il y a 10 ans, Apple lançait un pari, c'est vrai, un peu fou, celui de porter un peu de notre smartphone juste là, autour du poignet. La sortie de l'Apple Watch en 2015 avait d'abord laissé sceptiques de nombreux experts et pourtant, c'est aujourd'hui l'une des montres connectées les plus populaires et les plus vendues au monde. Symbole sans doute d'une nouvelle manière de penser la santé, le sport et notre rapport au numérique. Mais derrière ce succès, que dit cette évolution de notre relation aux objets connectés? Et qu'avons-nous appris aussi des autres gadgets qui, eux, n'ont pas forcément su trouver leur place? On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et on
on en parle avec notre experte. Elle est là avec nous à la fois pour la chronique et puis pour parler justement avec nous de ces sujets-là dans les deux parties de l'émission. Merci encore à vous, Lisa, d'être parmi nous. Alors, je le disais en introduction, en 2015, l'Apple Watch était considéré comme un vrai pari risqué, autant qu'une révolution. On n'avait jamais vraiment vu ça à l'époque. Et ce pari risqué, est-ce qu'aujourd'hui, il est devenu, selon vous, un succès mondial? Alors, je pense que on va pouvoir tout de suite évacuer cette question-là. Oui, ça a été un succès et c'était en 2015 effectivement un petit peu le bébé de Tim Cook qui, quelques années auparavant, avait repris la tête de l'entreprise à la suite de Steve Jobs. Il voyait cette Apple Watch comme le prochain chapitre de l'histoire d'Apple et je crois que pour le coup, il a été assez visionnaire, même si effectivement au début, le projet a été quand même un petit peu décrié puisque je crois que le projet n'était pas encore très bien ficelé. C'était, si vous voulez, un petit peu à mi-chemin entre le fitness et la mode, cette Apple Watch. Et ça se présentait notamment par la gamme de prix qui pouvait aller donc de 399 € jusqu'à 18 000 € pour une édition en or 18 carats qui en faisait clairement un produit de luxe. Et donc, déjà, donc, le positionnement était un petit peu flou. Et puis, au-delà de ça, surtout, même si le produit était en soi prometteur, il était quand même imparfait. Il y avait certains manquements, comme par exemple l'absence de GPS ou d'étanchéité, pardon. Il y avait également des lenteurs, etc. Et le vrai tournant, finalement, ça a été un an plus tard, en 2016, quand ils ont décidé finalement d'abandonner complètement cette stratégie de luxe, qu'ils ont plutôt parié sur la qualité du produit. Et puis de là, on a eu l'Apple Watch qu'on connaît aujourd'hui, avec un positionnement plutôt lifestyle, avec un App Store intégré pour avoir des applications sur la montre, et avec, par exemple, tout ce qui est bracelet interchangeable. Bref, ils ont développé tout un marketing autour de ce produit et effectivement, encore une fois, c'est un succès. Parce que c'est vrai, et vous l'avez rappelé, que c'était un pari qui était quand même risqué. Ça n'était pas du tout gagné en 2015 quand ils ont lancé le premier modèle de l'Apple Watch. À l'époque, il y avait d'autres concurrents avec d'autres produits, notamment Fitbit, Garmin ou encore Pebble. La vraie différence de ce que je comprends avec l'Apple Watch, c'était que pour la première fois, on avait l'équivalent d'un mini iPhone sur le poignet. Qu'est-ce qui a fait qu'au-delà de ce que vous nous avez raconté, ils ont réussi à se différencier? Est-ce que c'est le fait qu'il y a pour la première fois un écran tactile qui soit disponible, ou est-ce que c'est toujours la force aussi d'Apple, la connectivité entre tous les autres appareils de la gamme? Alors déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'effectivement, en 2015, on avait Fitbit qui dominait un petit peu le marché en volume en fait, de bracelets connectés qui étaient vendus. On avait Garmin qui ciblait plutôt les sportifs exigeants. Et puis, on avait Pebble qui séduisait un petit peu plus entre grosses guillemets les geeks. Et donc, en fait, Apple est arrivé, si vous voulez, sur un marché qui était encore en pleine croissance, mais pas encore grand public. Et en proposant l'Apple Watch, alors pas la première version comme on l'a dit, mais en proposant une seconde version, ils se sont adressés à un public beaucoup plus large, comme je le disais, avec une stratégie qui allait au-delà de la tech pure et qui avait un vrai positionnement lifestyle. Effectivement, le fait d'avoir intégré l'App Store pour avoir du coup des applications qui sont directement accessibles depuis la montre sans avoir à passer par l'iPhone, cette notion de connectivité entre les différents produits, ça a plu également. Et puis, je crois que quelque part, ce qui a fait son succès aussi, c'est l'aspect un petit peu, si vous voulez, écosystème fermé d'Apple, alors qu'il l'est de moins en moins aujourd'hui. Mais il y avait une désirabilité autour des produits Apple et je pense que c'est ce qui a aussi participé de ce succès. Ça a contribué. Alors, est-ce que, selon vous, le marché des montres connectées, il est voué à rester un complément du smartphone, ou est-ce que ça pourrait devenir vraiment un marché indépendant à part entière? C'est difficile à dire. Effectivement, aujourd'hui, on a eu quand même, avant 2018, si vous voulez, on avait une vraie interdépendance entre le smartphone et les montres connectées. C'est de moins en moins vrai, notamment depuis l'arrivée de l'eSIM. C'est Apple qui a introduit une eSIM en premier lieu dans sa montre, ce qui permet effectivement, sans connexion téléphonique, de pouvoir passer des appels, envoyer des SMS, pouvoir faire fonctionner certaines applis natives comme le podcast, la musique,
toutes ces choses-là. Il n'empêche que encore aujourd'hui, on a des obstacles majeurs pour pouvoir se débarrasser totalement du smartphone et compter que sur la montre, notamment sur des questions d'autonomie. Et puis aussi parce que finalement, le smartphone, il reste encore indispensable à moyen terme, mais c'est des objets qui, progressivement, si vous voulez, sont en train de grignoter des petites fonctions essentielles qui font qu'effectivement, on regarde un petit peu moins son téléphone. Ouais. Alors, contrairement à l'Apple Watch, on l'a dit, qui a eu un succès fou, beaucoup de gadgets, ce que certains ont pu en tout cas considérer ou considèrent encore aujourd'hui comme des gadgets, n'ont pas trouvé leur public, gadgets connectés. Est-ce que vous avez des exemples qui vous viennent en tête? Oui, je vous en ai sélectionné 3. Il y a les Google Glass, qui donc étaient peut-être un petit peu trop en avance sur leur temps quand elles ont été lancées en 2015, avec derrière cette notion de surveillance. C'est ce qui a beaucoup découragé le public qui craignait, avec toutes ces petites caméras, de se retrouver surveillé. Alors, effectivement, ça a été un échec, mais ça a été relancé en 2024. 10 ans plus tard, donc à voir si le projet, cette fois-ci, séduira un petit peu plus, si le public est prêt pour ce type de produit. On a également Amazon EcoLook. Je ne sais pas si vous connaissez ce produit-là. Non, pas Amazon Echo, oui, mais EcoLook, non. C'est parce que ça a été un véritable désastre. D'accord. Donc, ce n'est pas de votre faute si vous ne connaissez pas l'Amazon EcoLook. En fait, c'était, si vous voulez, une fonction qui permettait de conseiller des tenues vestimentaires à travers un algorithme. L'objectif, c'était donc d'aider à choisir sa tenue du jour et à organiser son dressing numérique via Alexa. Bon, ça n'a pas duré plus d'1 an, ça a fermé en 2020. Et puis, le dernier, c'est Microsoft Brand, qui a souffert d'un manque d'engagement communautaire. C'était un bracelet connecté de fitness, très axé sur le suivi d'activité, le cardio, le GPS. Et son objectif, c'était donc d'intégrer Microsoft Health et de synchroniser avec Windows Phone et d'autres systèmes. Et donc là, on avait une interface qui était trop peu intuitive et surtout des matériaux trop fragiles. Donc pareil, ça a été fermé en 2016. 3 petits fiascos, gros fiascos. Il y en a plein d'autres. Oui. Mais en tout cas, 3 exemples assez représentatifs. Voilà. Alors, certains reprochent aux AirPods. Là, on peut dire aussi que c'est un succès planétaire, d'être devenus des prothèses auditives de luxe pour jeunes, à montrer aussi une certaine dépendance excessive à la technologie. Est-ce que c'est une tendance qui vous inquiète? Si vous voulez, je pense que quand même les AirPods sont un petit peu... on a mis un projecteur dessus, mais je veux dire, même quand on avait des écouteurs avec fil, il y a des gens qui décidaient de les garder sur leurs oreilles durant de longues heures. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y a un vrai sujet avec fil AirPods. ou pas fil, effectivement. Voilà. En revanche, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, une certaine tendance qu'on appelle la tech intrusive à bas bruit. D'accord. En fait, c'est, si vous voulez, le fait que les technologies s'immiscent peu à peu dans nos vies, dans nos oreilles, sur nos poignets, peut-être sur nos yeux prochainement, sans résistance de la part du public, parce que ça se fait discrètement, c'est confortable, c'est accepté volontairement. Il n'y a pas de gros Big Bang, si vous voulez, technologique auquel on pourrait s'attendre et qui pourrait inquiéter. Et donc, c'est plutôt cet aspect-là, c'est-à-dire que, en fait, on ne se rend pas compte que progressivement, on a de plus en plus d'objets qui prennent de la place dans notre quotidien. Et c'est un peu le souci. C'est ça, et puis ce qui peut, j'imagine, en tout cas je sais parce que j'ai l'impression de développer une surveillance de moi-même, notamment sur les sujets de santé, alors que tout va bien, mais avec ces appareils connectés qu'on peut avoir à la maison, on a toujours l'impression que tout ne va pas forcément bien, ou au moindre symptôme, on check. Est-ce que ça aussi, pour notre santé mentale, même, ça n'est pas forcément bon? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les Français sont plutôt assez ouverts sur le sujet, puisque selon les chiffres de 2024, 69% d'entre eux se déclarent ouverts à l'usage d'outils numériques pour leur santé. Même si ce chiffre il est légèrement en baisse par rapport à l'année 2023, où on avait plutôt 76% de répondants qui allaient dans ce sens. Alors effectivement, c'est intéressant, tous ces outils pour pouvoir éventuellement détecter des anomalies ou des changements dans les
les habitudes. En revanche, effectivement, il ne faut pas faire un surdiagnostic parce que ça peut inquiéter. Et le seul conseil qu'on peut se donner dans ce moment-là, c'est soit déjà d'apprendre à prendre un petit peu de recul, soit surtout de compter sur des professionnels de la santé, justement pour interpréter ces signes-là et ne pas se jeter sur Internet. Non, c'est très dangereux, ça. Non, voilà. J'ai l'impression qu'on va mourir dans les 15 minutes qui viennent. D'accord. Est-ce que malgré tout, Lisa, on peut encore parler d'innovation quand beaucoup d'objets connectés ne semblent parfois, c'est le point de vue qu'on peut avoir, n'ajouter que des fonctionnalités mineures à des produits qui existent déjà? Écoutez, puisqu'on avait un petit peu abordé ce sujet hors antenne toutes les deux, je suis allée, je me suis fait rattraper par mon côté très littéraire et je suis allée regarder la définition dans le Larousse de ce qu'était une innovation à proprement parler. Et donc une innovation, c'est en fait l'ensemble de processus qui déroulent depuis la naissance d'une idée jusqu'à sa matérialisation et en passant du coup par toutes les étapes clés que sont l'étude de marché, le développement, etc. Donc finalement des innovations au sens propre du terme, on en a. C'est juste que effectivement, c'est des innovations qui sont souvent incrémentales, c'est-à-dire qui s'ajoutent au produit pour son bon fonctionnement. Mais de passer par exemple d'une puce qui fait cette taille-là à une taille beaucoup plus petite, ça reste une innovation. C'est juste que... peut-être moins visible en tout cas. Voilà, c'est ça, mais ça rend les produits plus performants, ça fait qu'ils prennent là encore une place plus importante dans notre quotidien. Donc ça reste des innovations. Après, effectivement, on a peut-être... derrière cette idée, l'envie d'avoir un gros changement et très certainement que dans les prochaines années, on aura un nouvel outil auquel on n'avait pas pensé et on se dira c'est ça l'innovation. Et ben voilà, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup en tout cas Elisa. On vient de terminer la première partie de l'émission. On va attaquer bien sûr la deuxième dans un instant, mais d'abord on fait juste un petit tour du côté de la planète tech. La planète tech, le meilleur d'Internet, images et vidéos, c'est le Zap et c'est toujours l'œil de Jean Martineau.
retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de notre experte Lisa de Bernard, qui va aussi nous faire sa petite chronique parce qu'elle a une idée derrière la tech. On l'écoute. Lisa, vous allez nous parler aujourd'hui d'un geste qui paraît tout à fait banal dans la vie réelle, mais qui a de lourdes conséquences lorsqu'il est appliqué au monde numérique et plus spécifiquement aux intelligences artificielles comme ChatGPT. Le fait de remercier l'IA quand elle nous répond, quand elle répond à l'une de nos requêtes. Pourquoi cette marque de politesse est devenue un problème aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que ce geste, aussi poli soit-il, pèse sur la planète philippine. En réalité, ce n'est pas tant le mot merci qui est un souci, bien évidemment, mais c'est plutôt le fait, et d'ailleurs vous avez utilisé ce mot, c'est important, le fait que chaque requête envoyée à une intelligence artificielle générative comme ChatGPT consomme énormément de ressources énergétiques et donc à chaque interaction supplémentaire, même inutile, l'empreinte carbone augmente. Est-ce que c'est vraiment si grave que ça? On a l'impression que c'est juste quelques mots en plus, mais vous me dites que si. Eh bien, à l'échelle individuelle, oui, cela peut paraître dérisoire, mais à l'échelle mondiale, c'est une toute autre réalité. C'est colossal. Selon une étude publiée par l'université de Berkeley en Californie, une requête sur ChatGPT consomme environ 10 fois plus d'énergie qu'une simple recherche Google. Alors quand on multiplie bien évidemment les centaines de millions d'interactions par jour, on comprend que même 3 ou 4 mots superflus par utilisateur finissent par représenter des tonnes de CO2 supplémentaires par an. Alors pourquoi est-ce que l'IA consomme autant par rapport à une requête effectuée sur Google par exemple? Eh bien c'est lié directement à la nature de l'intelligence artificielle. Pour répondre à une simple question, ChatGPT en fait active des milliers de serveurs de data, des data centers gigantesques. Ces serveurs font tourner des modèles très lourds avec des milliards de paramètres à traiter. Et en plus de l'énergie qu'il faut pour calculer, il faut refroidir ces machines en permanence, ce qui double quasiment leur consommation, sans compter toute l'eau utilisée pour ce faire. Et donc, selon certaines études, former un modèle comme ChatGPT 3, donc l'ancêtre de ChatGPT 4, aurait émis environ 500 tonnes de CO2, ce qui équivaut aux émissions annuelles de 123 voitures à essence, quand même. Conséquent, ouais, quand même. Conclusion, il devient donc urgent d'arrêter toute forme de politesse avec les intelligences artificielles, c'est ça? Oui, c'est ça. L'idée, c'est de ne plus faire ça et il n'y a pas de quoi culpabiliser puisque, rappelons-le, une IA ne ressent rien, elle n'a pas besoin de remerciements ou de salutations. Ce qui compte, c'est de réduire la taille des requêtes pour limiter l'impact carbone. Un peu comme on fait attention à éteindre la lumière ou à trier ses déchets, il faut apprendre à interroger l'IA de façon sobre et direct. C'est un sujet au croisement du civisme numérique et de la sobriété numérique qui consiste tous deux donc à repenser l'usage que l'on a de numérique et les conséquences de nos actions, même si elles sont parfois invisibles. Merci beaucoup Lisa pour cet éclairage. Moi je vous remercie en tout cas. Vous n'êtes pas encore au stade d'être une IA. Non, tout va bien. Tout va bien. L'IA justement, on va continuer à en parler. C'est au programme de la deuxième partie du talk. Deuxième partie du talk dans lequel je vais vous demander d'imaginer un monde où la majorité des connexions sur Internet ne viennent plus d'êtres humains comme vous et moi, et comme Lisa aussi, mais de robots. Ce monde, ça n'est plus de la science-fiction, c'est une réalité, et ce depuis quelques années déjà. Et derrière cette évolution silencieuse, il y a des conséquences très concrètes. Cyberattaques, manipulation d'opinion, sur les réseaux sociaux aussi. Alors comment continuer, c'est notre question, à évoluer dans un univers numérique de plus en plus peuplé de machines? Est-ce qu'on est aussi en train de perdre la main? On va en discuter donc toujours avec vous Lisa. D'abord un projet inédit toujours pour parler d'intelligence artificielle qui a été lancé par les Émirats Arabes Unis pour rédiger de nouvelles lois et modifier celles qui existent déjà. Le but affiché, c'est de rendre le processus législatif plus rapide et plus précis. Utiliser l'IA pour modifier, pour écrire de nouvelles lois. Est-ce que c'est un progrès technologique majeur ou un danger pour la démocratie? Alors on le sait, les IA continuent toujours d'halluciner. Donc effectivement, ça pose des questions sur la véracité de ce qui va être proposé, de son adaptabilité dans la vie réelle. Parce que ce que peut proposer une machine sur le papier, ça peut être très chouette. Et puis appliqué ensuite à la vie, on se rend compte que ça ne fonctionne pas du tout. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce projet des Émirats Arabes Unis, ils ont quand même fait les choses correctement, puisqu'a priori,
il y aura toujours des relectures humaines derrière ces projets de loi, donc on ne devrait pas avoir de soucis majeurs. Bon, donc c'est dans l'actualité, effectivement. Le gouvernement des Émirats, d'ailleurs, promet un gain de 70% en efficacité. On sait que les lois ne sont pas de simples textes administratifs. Elles traduisent aussi des équilibres sociaux, culturels, bien sûr, et humains très complexes. Ça, c'était pour notre petit tour du monde côté des Émirats. Et on revient justement au fait que les humains se font de moins en moins nombreux. Ça y est, ils sont minoritaires, donc, sur les réseaux sociaux, parce que pour la première fois en 2024, les robots, qu'ils soient malveillants ou légitimes, représentent 51% du trafic Internet mondial. C'est un basculement historique que peu d'internautes perçoivent au quotidien, parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas forcément. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, sans justement que le grand public s'en aperçoive vraiment? Parce que les bots ont toujours fait partie finalement du fonctionnement d'Internet. Il faut différencier déjà le fait qu'on a deux types de bots. On va avoir les bots légitimes, donc qui ne sont pas un problème et qui sont utilisés en fait au quotidien sans que l'on s'en rende compte, qui sont utilisés par exemple pour des tâches d'indexation des sites, pour la surveillance des performances de certains sites web ou encore pour la collecte de données pour des analyses statistiques. Donc ça, il n'y a pas de souci, ça a toujours existé et c'est même essentiel. Et puis de l'autre côté, on a ce qu'on appelle les bots malveillants. Et là, c'est un peu plus problématique, qui sont engagés donc dans des activités plus nuisibles, telles que, comme vous l'avez dit, le vol de données, le spam, les attaques par déni de service et la prise de contrôle de certains comptes. Et aujourd'hui, ce qui est problématique et dont on ne s'est pas forcément rendu compte et dont le grand public en fait ne se rend pas compte, mais qui a de véritables conséquences sur la manière dont ils sont en sécurité ou non sur Internet, c'est le fait que les bots légitimes, on voit leur présence diminuer sur Internet, c'est-à-dire qu'en 2023, on en avait 20% sur le trafic. D'accord. En 2024, on n'en a plus que 14%. Ah oui. Au contraire, les bots malveillants, eux, en 2023, ils représentaient que 19% du trafic. Et en 2024, ils en représentent 37%. Donc il y a un véritable déséquilibre qui se crée. Ouais. Et c'est là toute la problématique. D'autant que, pour le coup, ça touche un petit peu tous les secteurs. On va avoir, par exemple, en premier lieu, le secteur des jeux en ligne, qui est le plus touché par les bots malveillants, avec 57,2% du trafic. C'est énorme. C'est énorme. Sur les jeux en ligne. Et dans ce cas-là, les bots vont être utilisés, par exemple, pour simuler des joueurs pour tricher. Ils vont être utilisés pour voler des comptes de joueurs, pour acheter des objets rares automatiquement et les revendre plus cher. Toutes ces choses-là. On va avoir aussi le commerce de détail qui est touché avec la surveillance des prix de la concurrence, avec des achats en masse de certains produits, par exemple des tickets de concert, qu'après vous voyez revendus sur des sites frauduleux. D'accord. On va avoir aussi par exemple le secteur du voyage qui va être touché avec l'accès à des bases de données pour trouver quelles sont les meilleures offres chez les concurrents et essayer de faire un peu, si vous voulez, une mauvaise concurrence. On va aussi avoir des billets qui vont être bloqués et revendus. Donc en fait, toutes ces choses-là, si je vous en donne les exemples, c'est parce que ça a un véritable impact pour les personnes qui circulent sur le web. Et c'est là tout le problème. Derrière cette réalité, vous en avez parlé, les cyberattaques, les vols de données et puis des manipulations massives. Ça, très rapidement, parce qu'on va terminer l'émission, mais qu'est-ce que ça nous dit, ça, l'évolution, enfin, ce phénomène sur l'évolution du cyberespace ? Que malheureusement avec l'IA, parce que si ces bots prolifèrent, c'est aussi grâce à l'IA, qu'on va être voué à devoir être de plus en plus vigilant lorsque l'on circulera sur le web, en imaginant aussi que de l'autre côté, il y a des solutions effectivement de plus en plus efficaces aussi pour protéger autrui qui sont mises en place. Mais voilà, c'est un appel à la vigilance. Ouais, petite note positive. Pour terminer, c'est vrai que ce soit dans la fabrication des lois comme aux Émirats Arabes Unis ou dans la circulation sur Internet, on confie, c'est vrai, de plus en plus de tâches assez critiques quand même, des systèmes automatiques. Est-ce qu'on est en train de construire une société dont on perd peu à peu le contrôle ? Vous serez là pour continuer à nous en parler dans les prochaines semaines. Merci infiniment, en tout cas, Lisa, d'avoir été parmi moi. Encore une fois, c'est la deuxième fois que je le dis. Merci beaucoup. Il est temps que cette émission se termine. Merci à vous de nous avoir suivis, à Edouard Denio et Dylan Colère d'avoir produit cette émission, ainsi qu'à toute la régie. Et puis moi, je vais aller me coucher. Bonne soirée.